si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On commence en parlant de ton nouvel épisode de Contact en ligne ce beau jeudi matin. C'est Claude Habib cette semaine qui est ton invité. Oui, Claude Habib, qu'on ne connaît probablement pas, mais qui est une universitaire essayiste de réputation, spécialiste, elle, de la littérature du 20e siècle, mais aussi des relations entre les hommes et les femmes. Et tu le sais, c'est probablement dans la sphère du débat un des terrains les plus minés. Elle a écrit La question trans il y a quelques années. Ça lui avait valu quelques accusations assez graves. La galanterie à la française, comment peut-on être tolérant? Voilà une question intéressante aujourd'hui. Et plus récemment, le privé n'est pas politique. Cette tentation de transformer en délit, et je ne parle pas de violence évidemment, mais certaines affaires qui pourraient se passer dans la sphère privée. Alors, j'ai évidemment parlé de ce qui est son fonds de commerce, son cœur de compétence, les rapports entre les hommes et les femmes. On dirait que c'est pas une science exacte, mais ils sont difficiles pour certains. En tout cas, il est difficile de débattre de ces enjeux. Avec une surprise, elle pose une question dans le fond. Est-ce que la masculinité serait soudainement moins toxique dans un contexte où on découvre qu'on est attaqué, qu'on protège notre territoire et que pour l'essentiel, ce sont les hommes qui montent au front? On écoute. Le courage masculin, c'est quelque chose qui nous est apparu en Europe par la guerre d'Ukraine, où soudain on a vu les hommes aller au front, les femmes et les enfants partir à l'ouest en voiture. Et soudain on a vu ceux qui y vont, ceux qui se cachent aussi. Voilà, la division de l'humanité en deux sexes et en deux rôles apparaissait de manière cruelle, parce que... On aurait préféré exprimer la différence autrement que dans un conflit armé comme celui-là. On aurait espéré, oui, le voir autrement, mais enfin, ce qu'on voyait quand même, c'est la grande force des hommes voulant protéger, non pas leurs terres, mais les leurs. Mm-hmm. C'est rare qu'on entende ce genre de choses, c'est une évidence, mais comme si cette évidence était redoutable à entendre. Et sur les rapports, puisque je parlais des rapports entre les hommes et les femmes, et entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, elle parle de la biologie qui nous rend effectivement très différents, de la testostérone qui frappe les jeunes hommes. Sont-ils débordés par leur biologie? C'est une hypothèse qu'on peut faire. Et ce qu'elle dit, c'est qu'on doit, ce qu'elle suggère, c'est qu'on doit, avant de les accabler parce qu'ils sont ce qu'ils sont, les civiliser, parce que c'est ça aussi la civilisation, c'est apprendre à brider nos pulsions, mais aussi, pour les jeunes filles, les jeunes femmes, apprendre à se méfier. On l'écoute. On ne va pas jusqu'au coma éthylique avec des garçons qu'on connaît pas, surtout s'ils ont 17 ans. On a affaire, quand on est avec des garçons de 15 ans, 17 ans, avec quelque chose qui peut représenter un danger. Bon, donc il faut faire avec. C'est comme ça qu'il faut traiter le jeune homme, c'est-à-dire que c'est potentiellement quelqu'un de dangereux, peut-être, je ne dirais pas à son insu, mais qui est dépassé par sa biologie. Bien sûr, ça veut dire qu'une part de l'éducation des filles repose et doit toujours reposer sur la prudence, chose qu'il est impossible de dire maintenant. Ouais, et là, impossible de dire maintenant, certainement, là, ça risque de provoquer des réactions, ça. Je l'imagine, en effet, mais je crois qu'il faut s'ouvrir à plus d'un discours et le sien est fort intéressant. C'est le dernier entretien de la saison en contact et je suis content de le faire avec Claude Habib. Je suis aussi convaincu que ceux qui donneront quelques minutes seront peut-être pas d'accord en tout, mais intéressés par ce qu'elle pose comme question et la manière avec laquelle elle nous force à réfléchir, peut-être un peu différemment. Bon, après le passage houleux de Zelensky à la Maison-Blanche, il y en a un autre qui y a goûté hier, c'est le président de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa. Est-ce que tu as regardé les 45 minutes, Mario? Non, mais j'en ai vu assez pour voir le feeling du monsieur. C'est de la télévision comme on n'en voit jamais. D'ailleurs, dans deux registres, j'y viendrai parce que Trump a aussi planté, mais pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, 4 fois, un journaliste de la NBC qui avait eu le malheur de lui parler du 747 que lui livrent les Qataris. Donc, au bureau ovale, hier, visite officielle du premier ministre président africain, pardon. Un peu comme M. Zelensky s'est retrouvé à ses côtés.
piégé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais certainement surpris dans ce cas-ci, parce que le président il avait préparé un multimédia. Les lumières ont été baissées, on s'est tourné vers un écran, puis pendant une vingtaine de minutes, Donald Trump l'expose à des discours politiques tenus en Afrique du Sud, violents d'ailleurs, et anti-blancs, anti-bourgs, appelant presque au massacre, pas je dis presque, appelant au massacre. Après ça, avec des articles de journaux où il dit « death, death, death », qui rapportent la mort d'agriculteurs essentiellement blancs qui ont été auraient été tués au cours des derniers mois, dernières années. Et ça vient quelques jours à peine après que les États-Unis aient ouvert leurs portes à un premier contingent de ces Sud-Africains blancs qui ont été accueillis comme réfugiés politiques avec une procédure accélérée. Ils ont été reçus en quelques semaines. On peut imaginer que la main invisible de Elon Musk ait joué un rôle. On sait qu'Elon Musk est un citoyen sud-africain. Je pense qu'il a encore son passeport, sa nationalité. Il a transité par le Canada, mais a passé les premières années de sa vie en Afrique du Sud. Il était, lui, sur ses réseaux, sorti plusieurs fois pour dénoncer le gouvernement sud-africain, certaines pratiques, par exemple l'expropriation de leurs terres des agriculteurs blancs sans compensation. On parle de saisie de terres. Or, quand je parle de terre agricole, il faut voir que en Afrique du Sud, la statistique peut-être n'est pas parfaitement exacte, mais de mémoire, je pense que c'est 7% de la population blanche qui détient plus ou moins 50 et même davantage des terres agricoles arables en Afrique du Sud. Ce projet de loi est devant les tribunaux, ça crée des réactions, mais évidemment, M. Musk s'en était beaucoup ému. Et Trump a fait quelque chose frontalement que personne ne fait jamais. Il a parlé d'un tabou, qui est cette idée qu'il pourrait y avoir du racisme anti-blanc. Alors, à la vue de l'histoire sud-africaine, je pense que c'est pas une hypothèse. On peut facilement soupçonner que le racisme anti-blanc existe. Est-ce qu'il est officiellement encadré par l'État? Probablement pas. Mais c'est ce que disait un peu le président en faisant la leçon à Ramaphosa. Et en oubliant peut-être l'essentiel, puis on n'en parle pas beaucoup parce que ça nous semble bien loin, l'Afrique du Sud, mais c'est un État failli. C'est un État qui est pas au bord du gouffre, qui est en chute libre. C'est une forme de guerre civile qui se livre tous les jours dans les rues des grandes villes de l'Afrique du Sud. Il meurt de façon violente tous les jours 75 personnes. C'est comme une petite guerre. Ça pourrait ressembler un peu à ce que les Mexicains connaissent. C'est un des taux de mortalité violente les plus élevés au monde, sinon le plus élevé. C'est un État où les rails de train sont volés la nuit pour récupérer l'acier. Donc, oui, on peut faire l'hypothèse que des Blancs sont montrés du doigt et qu'on s'en prenne à certaines de ces fermes qui leur appartiennent et à ceux qui y vivent. On peut le soupçonner. Mais c'est dans l'ensemble un État où il est dangereux de vivre. Et c'est ça l'enjeu. Et pour les Sud-Africains, la bonne relation commerciale avec les États-Unis, elle est fondamentale. C'est ce que voulait surtout dire, je pense, le président dans son passage au bureau Oval. Il faut voir que je pense qu'on est mieux entraîné. Je l'ai vu souriant, pas trop déconcerté, même s'il est resté surpris de la présentation de multimédia. Je pense que les chefs d'État, maintenant qui débarquent à Washington, sont prêts à tout. Et il a eu ce bon mot, assez drôle, je ne sais pas si tu l'as entendu. Monsieur le Président, si on avait eu un avion à vous offrir, on vous l'aurait offert, mais on n'en a pas les moyens. Et Trump, pour lequel, évidemment, il n'y a pas de petites économies ou de petits gains, dit, je l'aurais pris si vous m'aviez offert un avion, ou on l'aurait pris, nous, les Américains, parce que, justement, pendant cet exercice un peu ubuesque dans le bureau Oval, il y a un journaliste de la NBC qui a eu le malheur de poser une question sur l'avion des Qataris, le 747, qui pourrait devenir Air Force One, si jamais un jour il est converti à temps. Et Trump, comme c'est rarement arrivé, mais ça a quelque chose de déconcertant, puis peut-être même de rafraîchissant, parce qu'il y a une parole non bridée. Il décide de s'attaquer aux journalistes, mais à pieds joints, à répétition. Et il reviendra 3 fois, sinon 4, pendant le point de presse dans le bureau Oval pour dire mais t'es débile. Parlant du journaliste dans ces termes-là, j'ai jamais entendu ça. Suggérant qu'il faudrait faire enquête sur la NBC, qui évidemment est
le mauvais réseau, puisqu'ils posent des questions qui sont pas les bonnes. Ils font du travail de journalisme à l'occasion qui n'est pas celui que M. Trump veut entendre. Et surtout sur la question de l'avion. Puis la question de l'avion... Il a confirmé que l'avion c'est fait. Ce qu'on déduit de tout ça, c'est que l'avion, c'est le don, c'est accepté, là. C'est livré. Et c'est navrant d'une certaine façon, parce que quand tu y penses, tu dis la plus grande puissance au monde, qui en est réduite à accepter, non pas quitter, mais à accepter un cadeau pour le symbole le plus évident de cette puissance, Air Force One. Tu pourrais dire que c'est la Maison-Blanche ou que c'est The Beast, l'auto du président, qui est construite évidemment aux États-Unis, on l'espère. Mais imaginons qu'un jour, la limousine du président soit faite par BYD en Chine et que le 747, certes construit aux États-Unis, est donné par le Qatar. C'est assez lamentable d'une certaine façon. Et moi, je fais le pari aujourd'hui qu'il y a peu de chances, sinon pour sauver l'orgueil national, que Trump puisse voler dans cet avion-là avant la fin de son mandat, compte tenu de ce que, à ce jour, c'était pas de construire le 747 qui était apparemment compliqué pour Boeing, quoique, c'était de le rendre compatible avec les normes de sécurité inhérentes, évidemment, à l'avion qui transporte le président des États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut rétrofiter le 747 donné par le Qatar dans les prochaines semaines, comme par miracle, et en faire un avion qui soit compatible avec les besoins du président? J'en doute, mais à court terme, alors s'ils peuvent le revendre ou faire quelque chose avec et ajouter ça au compte public, bravo, ils auront peut-être économisé ou gagné 300-400 millions de dollars. Mais pour le reste, c'est lamentable pour l'image des États-Unis. Stéphane, merci beaucoup. Bye bye, à demain.